Bonjour à tous. On va laisser les derniers arrivants s'asseoir. Il est 14 heures, donc je vous propose de démarrer cette table ronde sur les véhicules électriques et le réseau, le sujet de la communication pour gagner en flexibilité. Le sujet de la flexibilité est un des sujets et des thèmes phares de ce salon. On en a déjà parlé pas mal ce matin. Je suis Régis Audrezen, délégué général de Think Smart Grids, une association professionnelle qui fédère et promeut les technologies smart grids et digitales dans l'optique d'accroître l'efficience des réseaux électriques. J'ai l'honneur d'accueillir cet après-midi Mourad Tigercha de l'Institut VDCOM, qui est directeur du domaine électrification, Didier Lafaille de la Creux, directeur délégué à la prospective et l'innovation, et Didier Deruy, ici présent, expert service énergétique. Alors, notre table ronde qui va discuter, qui va permettre d'échanger sur ces thématiques. À l'origine, donc le véhicule électrique est un réel game changer de ce qui va se passer dans le monde de l'énergie. Le véhicule électrique est parfois vu par certains comme des nouveaux usages électriques qui vont venir s'additionner aux usages existants et qui peuvent créer des contraintes. Donc la réponse est évidemment oui. Néanmoins, notre écosystème des réseaux électriques intelligents qui fédère toute une filière de l'énergie, du digital et de l'automobile aujourd'hui, pensons que c'est une opportunité. Pourquoi une opportunité? Vous connaissez le mix électrique actuel et à venir, avec une croissance très très forte des énergies renouvelables, en complément des énergies nucléaires, mais aussi une croissance très très forte de l'électrification des usages, au premier rang desquels le véhicule électrique. Il se trouve que le véhicule électrique, il est parfait, et c'est ce que va nous expliquer Didier tout de suite. Il a finalement des potentiels pour répondre à certaines problématiques du mix énergétique. Didier Deruy, représentant le constructeur automobile Renault, comment est-ce que vous abordez le pilotage permis par le véhicule électrique? Est-ce que c'est intégré dès la conception? Est-ce que c'est une option? J'aimerais que tu nous parles dans un premier temps des bases de ce pilotage que permet le véhicule électrique. Il est allumé, je pense. Oui, excusez-moi, ça fonctionne. Bonjour à tous, donc Didier Deruy. J'ai participé en fait à toute l'aventure, enfin tout le début de l'aventure du véhicule électrique chez Renault depuis 2008. Et je vais dire qu'un constructeur automobile vienne dans un salon dédié aux énergies électriques pour communiquer autour des flexibilités, quand on a commencé, ce n'était pas gagné. Voilà, pour un peu reformuler le titre de la conférence. Quand on a commencé effectivement à développer le véhicule électrique, on s'est intéressé à la recharge. Évidemment, il fallait pouvoir les recharger. C'était la première fois qu'on devait s'occuper à la fois d'une nouvelle source d'énergie, mais aussi de ce que je vais appeler la pompe à essence, donc la bande de recharge. On a regardé ces éléments-là et on a réfléchi très tôt à comment devait être cette expérience de la recharge, et on a réfléchi à un objet du quotidien, plutôt high-tech, à base de batterie lithium-ion, qui s'appelle le smartphone. Et on s'est dit, une voiture, ça doit être pareil, vous la branchez, la charge démarre, et vous voyez le pourcentage de batterie augmenter. Et je dirais tout le monde est habitué à ce type de fonctionnement et ça ne doit pas être trop difficile. On a juste rajouté une dimension un peu particulière, la connectivité. Les véhicules électriques sont connectés depuis le début, tout simplement pour que ce pourcentage, vous puissiez le voir sur votre téléphone justement et que vous n'ayez pas retourné dans votre voiture pour aller vérifier l'avancement de la charge. Et puis, comme tout constructeur automobile, on a cherché à faire en sorte que cette solution soit généralisée. On est un constructeur généraliste, donc on vise à ce que ce soit une solution pour le plus grand nombre, et on s'est intéressé des impacts. Donc on a fait des études, et c'est plutôt RTE, on a contribué avec eux en 2009 sur une étude,
On a été rassuré sur un premier point, c'est sur la quantité d'énergie pour recharger les véhicules. Globalement, les calculs grossiers donnaient que pour 36 millions de voitures, c'est le parc français. Si on passait l'électrique, on représenterait à peu près 10% de la consommation électrique en France. Sur un horizon 2050, entre guillemets, c'était gérable. Inversement, problématique du pic de puissance à 19 heures. Et je dirais, les gens des réseaux nous ont demandé de nous comporter un peu comme un ballon d'eau chaude. Alors, d'un point de vue communication, ce n'était pas très pertinent, puisque quand vous venez avec l'objet le plus high-tech, que vous avez les technologies les plus innovantes et qu'on vous compare à un ballon d'eau chaude, vous ne prenez pas ça tout de suite comme la meilleure des solutions. Mais d'un point de vue analogie électrique, c'était très pertinent. Un ballon d'eau chaude, pour vous donner les ordres de grandeur, un ballon d'eau chaude pour une famille de 4 personnes, ça consomme à peu près 2 MW. C'est exactement la consommation d'une voiture électrique sur 10 000 km. Donc, je dirais les ordres de grandeur énergétique sont exactement les mêmes. Quand vous regardez les ordres de grandeur d'appel de puissance, un ballon d'eau chaude, ça se recharge autour de 3 kW. C'est à peu près la puissance que prend une voiture électrique sur une prise classique. Et si on prenait des wallbox, on fait un demi-ballon d'eau chaude ou on fait 2 fois un ballon d'eau chaude. Donc vraiment, les ordres de grandeur de puissance sont aussi beaucoup plus comparables. En tout cas, beaucoup plus comparables que des téléphones portables où il en aurait eu plusieurs centaines pour arriver au même chiffre. Et puis, troisième volet le plus intéressant, en termes de flexibilité, un ballon d'eau chaude, globalement, si je regarde le mien, il fonctionne 2 heures à peu près dans la nuit, il me fournit de l'eau chaude sur 24 heures. Et je ne me pose jamais la question de savoir si j'en ai assez, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et 2 heures sur les 8 heures d'heure creuse dont je dispose, pas de souci. Et bien en fait, on a regardé nos voitures et c'est à peu près l'équivalent. Aujourd'hui, une voiture électrique, quand vous roulez 1 heure, vous rechargez entre 1 et 2 heures, et en fait, vous restez connecté au réseau à ne plus échanger d'énergie pendant qu'à peu près 4 heures. Donc on a aussi exactement la même flexibilité de se dire, ce n'est pas la peine de se brancher et de démarrer la charge tout de suite, on peut piloter la charge et décaler. Et c'est ce qu'on a fait. Toutes nos voitures, en conséquence de choses, disposent de ce qu'on appelle des programmateurs ou des calendriers. Vous mettez les horaires des heures creuses et votre voiture va démarrer au moment où vous mettez les heures creuses. Et puis, pour prendre les usages du ballon d'eau chaude, on a même rajouté le bouton marche forcée. Donc si jamais vous êtes pris, il y a un petit bouton sur la trappe de charge, vous appuyez et ça démarre tout de suite. Et comme on est, je dirais, un peu plus volontaire que les ballons d'eau chaude, on a profité de la connectivité et on a développé des applications qu'on appelle Mobileye Smart Charge. Vous dites juste quelle quantité d'énergie, donc quel pourcentage de batterie vous voulez le matin à 8 heures, et le système s'occupe de tout. Il utilisera le maximum des heures creuses si possible, et si ce n'est pas suffisant, il démarrera un petit peu en dehors des heures creuses pour vous garantir la mobilité. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu mieux qu'un ballon d'eau chaude, puisque là, vous pouvez choisir la température de l'eau à l'heure où vous voulez prendre votre douche le matin, ce que ne font pas encore les ballons d'eau chaude. Merci beaucoup Didier, ça vous donne déjà un premier éclairage entre le monde de l'automobile qui discute avec le monde des réseaux électriques, c'est nouveau, et avec la simplicité finalement que les grands constructeurs amènent ces sujets de pilotage, vous l'avez compris, pas de souci en termes d'énergie, un sujet important en termes de puissance, et, comme l'a dit Didier, les sujets autour de la communication. Mourad, peut-être, quels sont les travaux que mène l'Institut VDCOM? Peut-être d'ailleurs nous repréciser un peu qui est l'Institut VDCOM, parce que peut-être tout le monde ne vous connaît pas dans la salle. Alors, VDCOM, nous sommes un institut de recherche et de transition, sur la transition énergétique mis en place en 2014. Et nous appartenons à une fondation de format partenariat public-privé. Notre rôle, c'est de mettre autour de la table des acteurs ou des parties prenantes différentes autour de projets d'innovation sur la thématique de la transition vers la mobilité électrique et plus précisément sur l'électrification de la mobilité. Nous avons très longtemps travaillé sur ce qu'on appelle la recharge intelligente, mais essentiellement entre le couple véhicule-borne, parce qu'il fallait commencer quelque part. Pour, on va dire, ce qu'on a appelé la recharge intelligente, c'est de recharger le véhicule pour qu'il soit suffisamment rechargé pour les besoins de mobilité au moment où l'utilisateur viendra le récupérer, tout en prenant en compte les contraintes du système électrique, qu'il soit privé ou public, et les contraintes techniques, soit de la borne, de véhicule, mais aussi de tout ce qui est câblage. Donc là, ça nous a occupé suffisamment longtemps parce qu'il y avait la notion de standardisation. Il y a pas mal de problématiques techniques déjà à régler pour ça. Et par la suite, on est appelé à présenter on va dire ce couple véhicule-borne pour qu'il soit intégré dans son environnement local, donc, qui est le bâtiment,
ou soit d'habitation, soit tertiaire, soit on va dire en lieu de recharge, de recharge publique. Et cette intégration, elle est à la fois sur la partie service, mais elle est aussi sur la partie énergétique. Donc là, on a commencé plutôt à parler d'un rôle d'innovation cross-sectorielle, parce qu'en fait, on commence à avoir pas mal d'écosystèmes qui doivent interagir pour assurer ce lien. Donc, il y a l'automobile, les équipements, le bâtiment, les opérateurs, soit de services, soit d'infrastructures, et plus largement le système électrique qui est déjà en soi très, très compliqué. Donc il fallait arranger, on va dire, relier tous ces acteurs. Plus concrètement, on va avoir en ce moment 4 programmes en cours. On a un programme qui s'appelle Mobina, qui regroupe une vingtaine d'industriels pour travailler sur, on va dire, pour faire arriver le smart charging sur le marché à court terme. Donc on va travailler sur l'harmonisation de la compréhension qu'on va avoir des cas d'usage business, comment on va faire, quels sont les tests qu'on doit assurer, est-ce qu'il y a de la réglementation à mettre en place, ainsi de suite. Donc c'est ce type de problème qu'on va regarder. On a un autre projet sur la même thématique, mais un peu sur, on va dire, sur un horizon moyen terme. Là, il s'appelle SCPA, on est entre académiques et les 2 constructeurs français, donc on a Ampère et on a Stellantis. Et le sujet ici, c'est d'identifier les concepts du futur pour intégrer le véhicule électrique dans le système électrique, vérifier si tout va bien en termes de standardisation, de normalisation, quand nécessaire développer des preuves de concept pour savoir de quoi on parle, évaluer les solutions techniques et après aller défendre tout ça auprès des instances de standardisation, de réglementation. On a un 3e sujet qui se rapporte, on va dire, à ce même type de problématique, c'est le stockage stationnaire local pour rendre, on va dire, cohérent l'offre de flexibilité d'un site qui va avoir de la recharge, du stockage et potentiellement de la production locale. Et l'approche qu'on a sur le stockage, c'est de dire il faut qu'on travaille pour que les stockeurs soient hybrides, soient pas chers, et qu'on puisse, qu'on travaille sur l'équation économique, on va dire en CAPEX, il ne faut pas que ça soit cher, mais aussi dans le temps, il faut que la maintenance soit pas trop élevée. Sinon, on a vu avec toutes les interventions des acteurs du stockage, il n'y a pas, sinon c'est pas évident à valoriser tout cela. On a un dernier sujet en cours qui est autour de la recharge dynamique inductive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les routes électriques. C'est un sujet peut-être sur le véhicule léger, on va dire vraiment à moyen terme dans quelques années. Mais on va retrouver les mêmes problématiques. Il faut communiquer entre le véhicule, l'infrastructure sur laquelle il va se recharger. Cette fois-ci, c'est la route. Donc là aussi, toujours problème cross-sectoriel. On trouvera d'autres acteurs pour la gestion de la route, qui soient, on va dire, collectivités, entreprises d'autoroutes. Donc c'est vraiment des problématiques d'écosystème. Et on aura là aussi, il faut recharger, mais il faut aussi adresser le service, valider tout ce qui va être suivi de services rendus. Voilà. Merci beaucoup, Mourad. Donc, on le voit, des réflexions offres industrielles et commerciales simples. On verra tout à l'heure comment on amène encore un peu de complexité dans le système. Un institut qui finalement est au croisement de tout cet écosystème et qui fait travailler ensemble un grand nombre d'acteurs. Finalement, je me retourne vers Didier, côté régulateur. Comment est-ce que le régulateur appréhende ce nouvel asset flexible, connecté sur le réseau? Quels sont vos travaux entre des offres commerciales, entre de la R&D? Comment est-ce que vous appréhendez le sujet? Merci Régis. Donc pour la créer, la Commission de régulation énergie, il y a plusieurs enjeux. J'en retiendrai 4 principaux que vous retrouverez dans les différents rapports qu'elle a pu publier. Un rapport en 2018 et le dernier fin 2023 sur ces enjeux. Le premier enjeu, c'est de permettre aux gestionnaires de réseau de raccorder toutes ces infrastructures de recharge, qu'elles soient au domicile, qu'elles soient au bureau ou sur le domaine public. Il y a quand même un enjeu de raccordement, j'y reviendrai, mais aussi un enjeu de renforcement des réseaux
pour pouvoir recharger ces véhicules. Et là, dans ce cadre-là, la CRE donne les moyens aux gestionnaires de réseau, au travers de ce qu'on appelle du TURP, le tarif d'utilisation des réseaux d'électricité, pour pouvoir financer ces infrastructures. Aujourd'hui, on travaille, du moins les gestionnaires de réseau travaillent à partir d'un TURP 6. Et aujourd'hui, on travaille avec eux sur le futur TURP qui rentrera en application le 1er août 2025. Donc que ce soit RTE, Enedis ou les entreprises locales de distribution. Donc premier enjeu, donner les moyens aux gestionnaires de réseau pour raccorder ces infrastructures. Deuxième enjeu, c'est le raccordement. Ce que vous souhaitez lorsque vous allez avoir votre véhicule, c'est de pouvoir recharger rapidement votre recharge et ça ne vous coûte pas très cher. Donc il y a un enjeu sur le raccordement, que ce soit en domaine public ou en domaine privatif, sur les délais et sur le coût du raccordement. Donc aujourd'hui, on teste et on accompagne les gestionnaires de réseau vers ce qu'on appelle des raccordements intelligents alternatifs, justement pour permettre de raccorder rapidement et le moins cher possible ces infrastructures. Troisième enjeu, c'est le pilotage. Moi, je retiens ce qui a été dit ce matin par Yannick Jacquemart de RTE, qui est ici. Le pilotage, c'est important, ce qu'on appelle le véhicule 1G. Il faut piloter cette recharge. Il faut que cette recharge s'intègre dans toutes les flexibilités qui ont été identifiées par RTE, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. On compare le véhicule électrique avec un ballon d'eau chaude. Je suis désolé, le ballon d'eau chaude, il y a 100% des ballots qui sont pilotables, plus de 95% sont pilotés, ce qui n'est pas le cas des véhicules électriques. On interroge aujourd'hui la population des propriétaires ou locataires d'un véhicule électrique. Aujourd'hui, que 25% nous disent « je pilote mon véhicule électrique ». Quand je dis « je pilote », c'est soit par l'intermédiaire de la borne, avec un signal tarifaire, par un autre type de signal, par le véhicule, par un smartphone, etc. Donc 25%, c'est très faible. Donc il faut augmenter cette possibilité de pilotage et atteindre 95-100%, comme pour les ballons d'eau chaude. Après, en matière de pilotage, je dirais 26%, c'est toujours mieux que le bâtiment tertiaire, où aujourd'hui on ne pilote que 6% des bâtiments tertiaires. Donc en haut de la pile, on a les ballons d'eau chaude, au milieu, on a le véhicule, il faut faire des efforts, et bien sûr le bâtiment qui devra faire des efforts. Quatrième enjeu, et c'est, je pense, la deuxième séquence de notre table ronde, c'est l'innovation. La CRE accompagne l'innovation, la CRE, par l'intermédiaire du TURP, finance tout ce qui est R&D et démonstrateurs des gestions de réseau. Et aujourd'hui, nous avons des démonstrateurs pour pouvoir regarder l'impact de ce véhicule électrique, l'impact de cette recharge, le pilotage de cette recharge, etc. Et en plus, on a un nouveau mécanisme qui permet jusqu'à aller de la dérogation à la loi, au règlement, à la norme, pour pouvoir justement aller au-delà de ces démonstrateurs, un petit peu jouer sur ces batteries. Donc voilà pour moi les 4 enjeux, les investissements en matière de réseau, le raccordement pour faciliter et diminuer les coûts, le pilotage bien entendu et l'innovation qui va être le deuxième point dans notre table ronde. Merci beaucoup Didier. Donc on voit un régulateur français qui est vraiment en accompagnement et non pas en suiveur de ces thématiques nouvelles et cruciales pour la gestion du réseau. On reviendra tout à l'heure sur le pilotage. Mais finalement, la transition est tout à fait trouvée sur l'innovation. Donc on a parlé du pilotage simple et il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on revienne tout à l'heure sur comment on accroît finalement ce pilotage simple. Mais d'ores et déjà, on y réfléchissait il y a quelques années, mais ça devient réalité. En termes d'innovation, le véhicule électrique, outre le fait qu'il pourra effectivement se recharger au moment où on va avoir par exemple beaucoup d'énergie renouvelable sur le réseau, va permettre d'autres innovations. Et c'est ce qu'on va appeler le véhicule to X ou la bidirectionnalité. Il y a encore quelques années, je n'abordais que très peu ce sujet, mais je crois que c'est un moment où, à cette table ronde ici, en tout cas, on doit l'aborder. Didier, qu'est-ce que vous faites sur ces sujets de V2X ? Alors, la réversibilité, effectivement, une fois qu'on s'était transformé en ballon d'eau chaude, qu'on avait commencé à voir ce qu'on pouvait faire avec les réseaux, on a réfléchi un peu plus. Et on s'est rendu compte qu'on avait 2 technologies importantes qu'on pouvait retrouver dans les maisons, les batteries
et l'électronique de puissance, ce que vous retrouvez sur les onduleurs solaires en fait. Et ces deux technologies, les gens du monde automobile finalement ont appris à les maîtriser. Et les ordres de grandeur des puissances et des capacités de batterie que l'on met en œuvre correspondent à peu près aux usages domestiques. Un chargeur, ça se recharge à 7 kW, c'est à peu près ce que vous utilisez sur des maisons en monophasé, voire jusqu'à 22 kW en tri. Et les batteries, si on prend des véhicules intermédiaires comme la Renault 5, entre 40 et 60 kWh, c'est 4 à 6 fois la taille des stockages stationnaires dans les maisons qui font en général autour de 10 kWh. Donc on a un ordre de grandeur qui est comparable, qui permet d'envisager de se transformer cette fois-ci non plus en ballon d'eau chaude, mais en stockage stationnaire. Deuxième chose, quand vous regardez les usages des véhicules, qu'ils soient thermiques ou électriques, une voiture, ça roule à peu près 5% de son temps. Voilà, c'est indépendant de la technologie utilisée pour la propulser. Ça, en ce qui nous concerne, nécessite à peu près 5% du temps pour se recharger, puisqu'il faut bien remettre l'énergie nécessaire à la mobilité, ce qui veut dire que 90% du temps, une voiture, ça stationne. Donc c'est très bien pour faire un usage stationnaire qui serait disponible 80 à 90% du temps pour ce domaine-là. Donc c'est ce qu'on a décidé de faire, on s'est engagé, et la Renault 5 va être la première à introduire de manière généralisée la charge réversible. Et pour ça, il y avait 4 défis. Le premier défi, on a souhaité faire du V2G, ce qu'on appelle du V2G AC, c'est-à-dire que ce qui va être rendu réversible, c'est le chargeur embarqué dans la voiture. Voilà, donc il y a déjà, les batteries sont toutes en courant continu depuis l'invention de l'électrochimie. Les réseaux sont plus en courant alternatif depuis que Nikola Tesla a gagné sur Thomas Edison. Voilà, et donc on a besoin de faire une conversion de puissance. Si vous voulez recharger une batterie ou la décharger, vous êtes obligé de convertir du courant continu en courant alternatif. C'est ce que font tous les chargeurs de voitures, et nous on a rajouté, quelques euros supplémentaires pour qu'ils passent le faire dans le deuxième sens. Ça, c'est l'effet magique, des constructeurs automobiles. Quand on décide d'une technologie, on le fait à grande échelle, et donc le surcoût technologique est très vite absorbé par le volume. Il n'y aura pas que la Renault 5 qui sera réversible, tous les autres véhicules Renault, tous les véhicules électriques Renault vont introduire cette fonctionnalité. Donc ça, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge technique, ça concerne la borne de recharge en fait. On a découvert, en communiquant beaucoup et en collaborant plutôt que communiquer avec les gens des réseaux, qu'en changeant de catégorie, en devenant un producteur capable d'injecter, on changeait de catégorie administrative et on récupérait tout un ensemble de règlements et d'exigences techniques qui sont légitimes. C'est celles qu'ont les onduleurs photovoltaïques, mais qui n'étaient pas habituelles pour nous. Donc il a fallu qu'on développe une borne qui intègre de la connectivité, puisque dans le cas d'une charge réversible, il faut dire à la voiture ce qu'elle doit injecter, et pour lui dire, il faut bien lui envoyer l'information. Voilà, qui intègre tous les éléments nécessaires pour respecter ce qu'on appelle des grid codes, c'est-à-dire les règles du jeu quand vous êtes un générateur pour vous connecter au réseau. Voilà, le réseau vous demande des contributions, je vais les appeler solidaires. Si pour des raisons X ou Y, la fréquence ou la tension ne sont pas dans les plages nominales, on demande à l'intégralité des générateurs de contribuer pour ramener le réseau dans la plage nominale. Ça se fait à titre exceptionnel. Et de toute façon, si le réseau, vous ne le restabilisez pas, vous arrêterez de faire des services. Donc il faut intégrer l'intégralité de ces fonctions. C'est un peu nouveau. Et ce qui est un peu particulier, c'est que, même si les règles du jeu sont globalement les mêmes, chaque pays a les siens, ses petits réglages, ses petits paramétrables, sa petite spécificité, voire chaque distributeur, chaque DSO. Donc ça, il a fallu apprendre. Pour le monde automobile, on est habitué à avoir un standard, on homologue nos voitures, on les vend partout en Europe. Là, c'est un peu plus subtil. Voilà. Et la troisième, challenge technique derrière la borne, c'est quand on devient un générateur, il y a tout un ensemble de contraintes administratives, de déclarations. Vous devez faire en fait une demande de raccordement. Même chose encore une fois pour les panneaux photovoltaïques, une demande de raccordement où vous devez prouver que vous respectez les grid codes. Vous devez faire une demande de mise en service une fois que vous avez eu une attestation consuelle, et à partir de là, vous pouvez démarrer. Toute cette complexité, il a fallu qu'on l'intègre, et qu'on l'intègre aussi pour simplifier la vie des clients, c'est-à-dire que nous, on va vendre des bornes, on va s'assurer de l'installation et on va prendre en charge toutes ces démarches administratives pour les clients. Ça, c'était, les 2 challenges techniques. 2 autres challenges qui sont plus business. Le premier, c'est vous voulez faire des services énergétiques, mais il faut pouvoir vendre l'électricité. Et pour pouvoir vendre l'électricité, dans le domaine de l'énergie, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit d'acheter ou de vendre de l'électricité, c'est un fournisseur d'électricité. Donc oui, on a été obligé de rajouter une palette dans notre offre de services pour pouvoir procéder, pour pouvoir faire de l'achat-vente d'électricité. On va devoir être le fournisseur d'électricité de la maison. Donc on le fera en suivant les tarifs réglementés, tarif bleu, tarif réglementé classique, avec de l'électricité verte. Et en fait, sur votre facture d'électricité, quand vous contribuerez au service V2G, vous aurez une réduction, vous verrez apparaître une réduction, qui va correspondre pour des clients moyens, pas pour les clients les plus avantagés, à peu près à 50% du coût de la recharge.
Et puis dernier volet, là aussi réglementaire, c'est toute la partie, je dirais, service, puisqu'il va falloir amener tous nos utilisateurs à comprendre que leur voiture va se décharger. C'est quand même pas naturel quand vous branchez une voiture d'observer que la charge batterie est en train de diminuer et que votre autonomie réduit. Donc il a fallu énormément travailler sur cette partie servicielle, en rassurant le client sur l'autonomie. On avait déjà, je vous l'ai expliqué, développé avec les applications SmartCharge des systèmes où vous dites à quelle heure vous voulez partir, quelle autonomie vous voulez. On a reproduit exactement la même chose pour le V2G et on a introduit, un service supplémentaire qui est une autonomie minimale. Vous dites de combien d'autonomie vous voulez disposer, quoi qu'il arrive, 100 km par exemple, et à aucun moment on déchargera en dessous de ce seuil. Voilà, ça c'est pour garantir sur l'autonomie. On garantit sur la durabilité des batteries, comme on a développé les batteries en intégrant ce service, il est intégré dans le dimensionnement des batteries. C'est nous qui opérons le service et le V2G est intégré dans la garantie. Il n'y a aucun état d'âme et on n'est pas inquiet là-dessus. Voilà. Et le troisième volet, c'est la simplicité. Il n'était pas question d'aller expliquer à nos clients toutes les subtilités des marchés de l'énergie. Je pense qu'on les aurait perdues. Et il fallait aussi qu'on ait un comportement vertueux. Je vous ai dit que oui, on peut être disponible 90% du temps pour faire du stockage stationnaire, mais si on est branché. Et donc le principe, c'est de trouver un système incitatif. Donc on a décidé que en fait, le client serait rémunéré au temps de branchement qu'il réaliserait. C'est-à-dire que si vous vous branchez à 20 heures et que vous réclamez votre voiture à 8 heures, eh bien vous aurez 12 heures de location de votre batterie, je vais dire ça comme ça, indépendamment de l'usage qu'on en fait, même si les 12 heures sont utilisées que pour recharger parce que votre batterie était à plat, ou si les conditions de marché ne sont pas favorables et qu'on n'a pas utilisé votre batterie, ça ne vous importe pas, vous êtes payé pour 12 heures de recharge, et ce qui va encourager à se brancher et donc à vraiment permettre à la voiture de faire du stockage stationnaire un maximum de temps. Merci beaucoup pour ces propos. J'ai moi-même beaucoup appris. Donc vous voyez pourquoi aujourd'hui on parle de ce véhicule to grid, c'est-à-dire qu'il sort commercialement avec des vraies offres et Didier a commencé à vous parler, à dévoiler les business models des constructeurs automobiles, enfin en tout cas du constructeur que Didier représente ici. Alors, on augmente en complexité, ça veut dire que l'interopérabilité, les standards, il va falloir aussi les normer. Et je crois que dans tes services, Mourad, c'est des choses auxquelles vous réfléchissez. Alors, quel est l'avancement en termes d'interopérabilité entre ces systèmes du monde de l'automobile et des réseaux? Et je dirais, est-ce que en France, on est bien placé, en avance, en retard vis-à-vis de l'Europe? J'ai envie de dire, là, vu l'histoire qu'on vient d'entendre, on est en avance. Là, on a le premier service commercial en Europe qui va proposer le V2G. Donc là-dessus, on ne peut pas dire qu'on est en retard. On est vraiment en avance. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans les process d'innovation qu'on fait sur des écosystèmes complexes, le cross-sectoriel, je vais dire des éléments, mais ils vont tous se retrouver dans l'histoire que vient de nous raconter Didier. Là, ça commence par le constat qui fait que j'ai 90% de temps disponible d'une ressource connectée et pilotable. Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc techniquement, j'ai une flexibilité et il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec. Mais la mobiliser nécessite d'aligner une chaîne de valeur très étendue, très complexe. Donc on commence toujours dans nos projets d'essayer de faire ce qu'on va appeler l'intraopérabilité avant de l'interopérabilité, de relier des gens qui croient cette innovation et de faire en sorte que ça fonctionne dans une chaîne de bout en bout. Par la suite, effectivement, il faut passer à l'interopérabilité en étendant au maximum les acteurs qui vont rentrer dans cette chaîne de valeur. Et en parallèle, il va falloir aller porter le message auprès on va dire la standardisation, soit internationale, soit les standards industriels, pour promouvoir la manière dont nous, on voit la réalisation de services. Donc ça, c'est la partie, on va dire, standardisation. Cette standardisation elle va s'opérer sur plusieurs choses. Déjà, sur les business cases ou les system cases, là, ce que décrit Didier. Faire des choses de manière A ou de manière B ne nécessite pas les mêmes chaînes de valeur. Donc, il faut s'assurer que tout le monde est aligné pour passer à l'échelle, pour passer à un volume industriel des offres. Après, il faut regarder les échanges de données, à la fois sur les modèles de données, comment on les fait, sur la taxonomie, qu'est-ce qu'on appelle, tous les termes utilisés, c'est important de s'aligner. Et après, il y a les protocoles d'échange entre les systèmes.
Et là, on peut avoir plusieurs chaînes de communication. On peut avoir la communication via des systèmes Linky en local, comme on peut avoir des communications plutôt, on va dire, back-end à back-end. Donc cette communication, une fois qu'elle est mise en place, il y a la partie test et validation. Là aussi, il faut s'aligner, il faut standardiser les référentiels auxquels on se rapporte pour être d'accord sur un volet industriel. Et parfois, on peut aller même à la certification ou la qualification des produits. Et en bout de chaîne, on a des sujets sur lesquels on a besoin des régulateurs. Donc, on le travaille soit au niveau de la Commission européenne, soit au niveau des associations comme l'ACER. Et après, on a au niveau national, il faut être alerté pour pouvoir transposer tout cela. Je dirais, tout à l'heure, je disais, on est en avance sur l'aspect, on va dire, proposition innovation, mais on n'est pas très très présent au niveau européen sur la partie standardisation et réglementation. Donc ça, c'est un volet, on va dire, pour les industriels, c'est important d'être attentif, parce qu'on peut sinon devoir transposer des règlements qui ne sont pas alignés avec les innovations qu'on a prévues en tant qu'industriel. D'accord, très clair. Donc sur les avances et les points d'attention, je vais dire, à surveiller au niveau européen. Didier, tu nous as présenté tout à l'heure les grands axes d'accompagnement de la commission de régulation de l'énergie, et on voit que vous êtes très intégré dans ces thématiques. Est-ce que, bon, là-dedans, à un moment donné, il faut aussi un chef d'orchestre ou une gouvernance, justement, pour à un moment donné figer les standards? On sait que la CRE, et on en est très fiers dans cet écosystème, s'implique énormément dans tous les sujets de pilotage des consommations dans les bâtiments. Côté mobilité électrique, quels sont les travaux et recommandations sur j'impose le pilotage d'une borne, d'une prise renforcée, par exemple, avec quels standards? C'est des sujets auxquels vous réfléchissez aussi? Alors, imposer le pilotage, non. Faire en sorte que les bornes soient pilotées, oui, bien entendu. Aujourd'hui, on a un arrêté qui impose le pilotage sur la voie publique. Oui, sur la voie publique. Mais ce n'est pas suffisant. On souhaiterait que toutes les bornes soient pilotées. Je reviens à ce qui a été présenté. Moi, j'aime bien tout ce qui est question d'interopérabilité, etc. Le modèle de Renault, je ne suis pas sûr que tout le monde aura une Renault 5 demain. Je ne suis pas sûr que tout le monde aura une borne Renault demain. Je ne suis pas sûr que tout le monde aura comme fournisseur Renault demain. Donc, pour pouvoir vendre des Renault 5, c'est très bien, mais dans le système actuel, on est plutôt sur un système ouvert, concurrentiel, etc. Donc, pour en revenir à ce système, il faut qu'on ait des véhicules qui soient bidirectionnels. On attend toujours la Renault 5. On nous dit que même la Renault 5 qui sera bidirectionnelle sera plus chère que la Renault 5 standard, disait. Il y a un petit surcoût. Mais de l'autre côté, vous allez y gagner si vous retenez Renault en tant que fournisseur. Donc, il faut avoir des véhicules bidirectionnels. Nissan le fait. La Zoé a été testée aux Pays-Bas. Je rappelle que le véhicule to-grid fonctionne aux Pays-Bas. On n'est pas les premiers en France à développer le véhicule to-grid. Et avec des Zoé qui ont été modifiés pour pouvoir faire du véhicule to-grid. Donc, avoir des véhicules bidirectionnels pour tous les fournisseurs, pas que Nissan, que PSA le fasse, que Renault le fasse, avoir des bornes bidirectionnelles, bien entendu, et puis après, alors bidirectionnelles avec de la protection, etc., parce que oui, c'est vrai que quand on injecte sur le réseau, il faut des dispositifs de protection, etc., et ce n'est pas des choses qu'on découvre, on le sait, on l'a connu avec le développement du photovoltaïque, où les consommateurs devenaient producteurs, donc à des moments de la journée, ils pouvaient réinjecter sur le réseau, donc il fallait aussi avoir une protection spéciale, ce qu'on appelle une protection de découplage. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et il faut absolument, pour des questions de sécurité des biens et des personnes, continuer à avoir ce dispositif de protection. Donc il faudra des bornes réversibles également, et puis il faudra aussi que ça apporte de la valeur aux clients. Donc je crois personnellement beaucoup aux véhicules to home, celui qui est dans la maison, qui va pouvoir être rechargé par du photovoltaïque. Donc, c'est ma production photovoltaïque, c'est ma maison, c'est mon véhicule. Donc, à ce moment-là, je peux mettre un système de pilotage, avec Renault ou pas, qui va pouvoir justement piloter, recharger ce véhicule au moment où je vais avoir du soleil dans la journée. Donc, je crois beaucoup aux véhicules to home.
un petit peu moins aux véhicules to building. Donc je suis dans un immeuble, j'ai plusieurs véhicules, j'ai la production qui est répartie, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. Après tout, pourquoi je rechargeais le véhicule du premier étage et pas celui du deuxième étage? Il peut y avoir un peu de concurrence, etc. Et peut-être moins aux véhicules to grid, parce que le véhicule to grid, ce n'est pas moi qui irai apporter un service de flexibilité aux différents gestionnaires réseau. Il faudra agréger un certain nombre de véhicules. Alors peut-être toutes les Renault 5, si tout le monde a des Renault 5, j'y crois pas. J'avais une Renault 17 quand j'étais jeune, hein, donc je vous rassure. Mais je n'aurai pas de Renault 5, je ne pense pas. Donc il faudra agréger un nombre important de Renault 5 pour offrir ce service en matière de flexibilité, que ce soit pour l'équilibre offre-demande ou des contraintes réseau. Mais ce n'est pas moi, Didier, qui va offrir cette flexibilité. Et aujourd'hui, quand je vois certains agrégateurs, quelle est, je dirais, la rémunération qui revient au client final, elle est plutôt proche de zéro. Donc, c'est-à-dire mettre à disposition mon véhicule pour faire du véhicule to grid et que ça ne me rapporte rien, voire que ça peut avoir des impacts sur le fonctionnement de ma batterie ou la revente de mon véhicule à un moment donné. Voilà, j'y crois moins aujourd'hui. Voilà. Véhicule to home, oui. Building, un peu moins. Véhicule to grid, on verra beaucoup plus tard. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas y travailler, qu'il ne faut pas le tester, etc. Et pas qu'avec des Renault 5, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Didier. Un complément. Juste une petite commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, on a mis une solution que je vais appeler propriétaire. Effectivement, hein, vous allez être obligé d'utiliser une voiture Renault avec une borne Renault, un abonnement électrique Renault et opéré avec un opérateur Renault. C'est tout simplement parce qu'on est pionnier. Ce n'est pas une finalité en soi et c'est clairement pas la finalité de Renault. C'est tout simplement que pour être capable d'offrir le service complet, on n'a pas trouvé les partenaires qui étaient prêts à s'engager ou à y croire à notre côté. Donc on l'a développé, effectivement en écosystème fermé, et je suis bien d'accord, c'est absolument pas une finalité, ça ne marchera pas. On l'a développé là-dessus. Et le but qu'on en a derrière, et c'est pour ça qu'on travaille avec des instituts comme VDCOM, c'est que cet écosystème fermé devienne un standard et soit utilisé et accessible pour d'autres. D'accord ? Et qu'on puisse aussi nouer des partenariats avec d'autres fournisseurs d'énergie qui accepteraient qu'on fasse du V2G en parallèle des contrats de fourniture. C'est des choses qu'on étudie. Ils seront intéressés si on démontre effectivement que ça fonctionne et qu'on trouve la démonstration que le service fonctionne, et on arrivera à les agréger et à construire cet ensemble. Voilà. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucune volonté à faire une solution propriétaire comme vous avez par exemple sur les iPhones. Ce n'est pas l'ADN d'un constructeur comme Renault. On va rendre accessible au plus grand nombre. Pour les services, vous avez raison, on commence par le plus compliqué. Voilà, le Graal. Je vais vous montrer un service qui fonctionne. Mais on va déployer sur d'autres, le véhicule to home, etc. Et bien sûr, on va tirer la pelote, puisqu'il y a d'autres. Un service qui fonctionne. Justement, aux Pays-Bas, hein, on dit on est les premiers. Non, les Pays-Bas sont plus en avance que nous. Vous allez à l'aéroport d'Amsterdam. Vous partez une semaine en vacances. D'accord ? Vous laissez votre véhicule, justement, électrique sur une place de parking avec la recharge. Ce que vous attendez, c'est au moment où je rentre des vacances, c'est pas d'attendre que le véhicule soit rechargé, c'est qu'il soit rechargé pour rentrer chez vous. Quand vous allez à Amsterdam, vous avez un véhicule électrique, le parking est gratuit et la recharge est gratuite. Pourquoi ? Parce que vous autorisez le gestionnaire de l'infrastructure, qui passe par un agrégateur, de valoriser justement votre batterie en charge comme en décharge pour aller sur les différents mécanismes. Quand je regarde, je pars une semaine, je prends l'avion à Roissy, ça me coûte 220 €. Donc voilà à peu près le gain que je peux avoir avec ce genre de service. Merci beaucoup pour ces riches débats. Je confirme ce que disait aussi Didier. Un temps passé, j'ai travaillé dans des démonstrateurs avec des fournisseurs d'électricité, Renault, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et effectivement, tu parles des aéroports français. Ils font plus qu'y réfléchir, côté ADP notamment. Mais j'aimerais garder un peu de temps pour des questions-réponses. Et on a une première question. Tu te présentes, s'il te plaît. Bonjour, Yannick Jacquemart, donc RTE. Mais ma question est plus béotienne, je ne vais pas parler d'RTE. On parle de communication, donc j'ai deux questions. La première, c'est moi je comprends qu'il est très important, on ne l'a pas beaucoup dit, mais de communiquer entre la borne et le compteur pour le suivi de la puissance souscrite et pour optimiser l'usage par rapport aux autres usages et pas surdimensionner la souscription de puissance. Donc première question, j'aime bien que vous me parliez de ça. Et deuxième question, tout le monde parle de bornes, et moi ça me chagrine beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on peut déjà faire beaucoup avec des prises. Et que c'est quand même moins cher pour les gens, c'est plus simple à installer, c'est plus de bonnes choses. Mais il faudrait quand même, il me semble, que les prises soient connectées au compteur aussi pour la même chose qu'il suivi la puissance souscrite. Mais j'ai peut-être faux.
Merci pour ces deux Peut-être un questions. élément de réponse, Yannick. Déjà, la prise n'est pas pilotable. Si je mets sur une prise 16 ampères, si je peux y mettre un petit programmateur si je veux, mais par défaut, elle n'est pas pilotable. Contrairement à une borne, je m'aperçois que tous les bornes qui sont commercialisées, elles sont toutes dites pilotables. Donc, pourquoi pas? Mais on peut très bien mettre des bornes. Sur ta première réflexion, est-ce que ça doit passer par le Linky, du moins par le compteur, pour pouvoir être piloté par un signal tarifaire? Après tout, pourquoi pas? C'est tout simple. Aujourd'hui, on le fait avec le ballon d'eau chaude. Ça marche très bien. On pourrait le faire aussi pour la recharge du véhicule électrique. Oui, oui, certainement. Mais à la condition qu'on n'utilise pas le même signal tarifaire pour la recharge de ballon d'eau chaude et pour le véhicule électrique. Mais c'est une voie de communication vers la borne. Mais il peut y en avoir d'autres. Aujourd'hui, il peut y avoir des voies par une box Internet, par un signal autre que le compteur par lui-même. Le compteur n'est qu'une voie de communication vers la borne de recharge. Un complément, Didier, Mourad? En fait, toutes les bornes qu'on va commercialiser relisent la TIC et donc sont capables de récupérer les puissances souscrites, les puissances consommées instantanément et les signaux tarifaires. Voilà, le sujet, c'est de savoir effectivement quelle est la puissance soutirée instantanée. Est-ce qu'on a besoin des 7 kW? Est-ce qu'on ne peut pas faire moins cher pour les gens? Si on veut passer à l'échelle, moi je vous rejoins, vous dites on passe à tout le monde, etc. Moi ce que je crains, c'est que si on veut que tout le monde pilote, c'est que les gens ils vont charger sur des prises pour la majorité d'entre eux et du coup ce ne sera pas piloté. Et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas des prises pilotables. Alors, les prises, c'est une particularité française, puisque dans beaucoup de pays, les prises sont interdites ou très limitées en puissance, pas compatibles. Et après, de toute façon, effectivement, quand on installe 7 kW, on installe systématiquement un système de délestage pour réguler la puissance en fonction de la puissance disponible. Donc on dit, vous pouvez aller jusque 7, mais en fait, il y a déjà des mécanismes de délestage sur toutes les bornes 7. C'est exactement ce mécanisme-là aussi qu'on reproduit. Oui, on va exploiter toute la puissance disponible dans la limite de la puissance souscrite. Et s'il y a d'autres consommateurs, on baissera la puissance. Mourad? Juste pour vous dire que ces échanges, on les a en ce moment à la DG Move, au niveau de la Commission européenne, pour définir ce qu'on va appeler le smart charging. C'est les mêmes questions qui se posent. Et vous dire aussi que ceux qui mènent les échanges sont surtout les opérateurs de services. Donc ça passe, on ne parle pas de prise, on ne parle pas de programmateurs, on parle très rarement du signaux qui remonte localement des chaînes de comptage. C'est aussi une deuxième alerte pour dire effectivement on peut avoir des avis, mais effectivement c'est important de s'aligner et de savoir ce qu'on souhaite pour le futur et aller le défendre, parce qu'après derrière c'est le régulateur, c'est la commission qui le demande au groupe d'experts ou STF à la DG Move et on le régule. Et aujourd'hui les constructeurs automobiles, non, on essaie de représenter notamment la PFA, mais en face on n'a que Tesla qui est présent, qui n'est pas un acteur européen. Sinon c'est des acteurs américains comme ChargePoint qui mènent la danse, Shell, plutôt des Anglais. Voilà. Donc après, là où les échanges, on essaye de mieux définir ce qu'on va appeler smart charging, pourquoi on le fait, et après comment on le réalise, la location fonctionnelle. Si on arrive à un moment à dire il faut passer par la borne, les véhicules sont par la prise, les véhicules sont connectés, et effectivement on peut faire de on-off en passant par le véhicule. Mais ça c'est on va dire la transposition fonctionnelle à des systèmes et comment on trouvera des solutions. Mais il faut déjà qu'on s'aligne sur notre vision, qu'est-ce qu'on souhaite faire pour le futur. Ça, c'est vraiment important. Un dernier complément? Oui, avant de parler soft, regardons le hard. Le hard, c'est justement évitons un renforcement du réseau de l'alimentation. Et aujourd'hui, je me suis aperçu que les fournisseurs de matériel, Schneider Electric, Legrand, etc., ils ont développé des tout petits tableaux électriques qui se mettent en aval du disjoncteur avec 3 arrivées. L'arrivée réseau, l'arrivée production, généralement photovoltaïque, l'arrivée stockage, si la personne a du stockage stationnaire, de départ, domicile, véhicule électrique. Et le tableau, tu règles, tu as juste un réglage à faire, c'est quelle est la puissance maxi que tu ne veux pas dépasser sur l'arrivée réseau, et après c'est lui qui gère. Il va couper le PV, il va couper le recharge électrique pour éviter justement de dépasser une puissance limite qui est peut-être celle du raccordement, la puissance souscrite ou une puissance que toi tu as définie. Donc d'un point de vue hard, on sait faire les choses simplement. Donc ça c'est vrai sur le flux, le stock,
c'est quelque chose. On va prendre une question. Oui, bonjour, Antoine Dupont de Shifter. Alors, je vais parler de la durée de vie des batteries. Vous en avez juste très peu parlé. Mais j'imagine, imaginons mobilité urbaine, une charge par semaine, ça suffit pour 40 kWh, 200 km. Quand on est en véhicule to grid, on peut imaginer plein de décharges pendant la semaine. Je suppose que vous travaillez aussi sur le processus charge-décharge pour ne pas impacter la durée de vie de la batterie, puisqu'elle passe de 1 à peut-être 10, 15, 20, 30 cycles par semaine. Et donc, vous travaillez pour avoir un cycle de charge-décharge le moins agressif possible pour préserver la durée de vie de la batterie. C'est ce que j'ai dit, effectivement. D'abord, on a pris en compte le véhicule to grid dans la conception et le dimensionnement de la batterie, dès le départ. Donc, elle intègre ça, je dirais, dans son profil de sollicitation, il est intégré dedans. Et effectivement, on donne des contraintes, je vais les appeler durabilité, sur la manière d'opérer le service. D'accord ? Et en fait, il y a des éléments, je ne peux peut-être pas tous les détailler, mais on peut en discuter, il y a des éléments très favorables au V2G qui sont favorables à la durée de vie de la batterie. Je vais prendre un exemple tout bête. La batterie s'endommage le plus quand elle est chargée à 100% et qu'elle ne fait rien. Or, si vous décalez la charge ou si vous la déchargez, vous, entre guillemets, vous n'êtes moins souvent chargé à 100% à attendre. Et rien que par ce gain-là, vous pouvez compenser une partie des échanges énergétiques que vous faites au titre du V2G, qui sont aussi toujours des échanges énergétiques plutôt basse puissance. D'accord ? On parle de charge 7 kW, ça veut dire que vous déchargez à 7 kW. Pour des batteries de véhicules électriques qui sont capables d'avoir des pointes jusqu'à 100 kW, c'est la puissance que vous avez sur vos moteurs, c'est très peu. Donc on est aussi sur des zones de sollicitation qui sont plutôt favorables à la durée de vie des batteries. Voilà. Et après, je vous l'ai dit, on l'intègre dans la durée LPI. Et l'objectif des constructeurs automobiles, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est que la batterie fasse la vie de la voiture, voire au-delà. On l'a un peu démontré sur Zoé. Aujourd'hui, les Zoé ont plus de 10 ans et on ne change pas de batterie. Voilà, et c'est les premières générations. Et pensez pas qu'on ait arrêté à améliorer la durabilité depuis les premières Zoé. Merci beaucoup. Une question très très rapide et une réponse très rapide. Bonjour, Michel Musy, mais c'est un complément à la question qui vient là, parce que c'est le cœur, parce que je crois que le monsieur a raison, les batteries, les solliciter charge-décharge, elles ne vont pas tenir. Pour vous et vos concurrents, les batteries sont vendues garantie 8 ans, mais à 70%. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu 30% en faisant une charge par semaine ou deux charges par semaine. Le fait de les solliciter comme ça, est-ce que techniquement, aujourd'hui, on a progressé et on peut dire « oui, je garantis les batteries de 10 ans avec des cycles charge-décharge ». Oui, je vais vous donner un exemple tout bête. On a exactement la même durée de garantie. D'accord, 150 000, 160 000 km depuis les premières Zoé. Les premières Zoé avaient une batterie de 20 kWh. Donc vous pouvez calculer le nombre de cycles que ça représente. Ça fait 1600 cycles. D'accord ? Aujourd'hui, votre batterie fait 60 kWh. Elle est 3 fois plus grande. D'accord ? Vous ne faites pas plus de kilomètres. Si vous gardez le même nombre de cycles, 1600, vous avez 3 fois la capacité d'une batterie de départ. Donc il n'y a pas de... Enfin, je veux dire... la durabilité des batteries, c'est un sujet depuis le début du véhicule électrique. C'était un business killer, il n'y a pas de raison. Évidemment, c'était une inquiétude pour les constructeurs automobiles. Et au premier, on disait que ça ne dépasserait pas 8 ans. Il faudrait que vous changiez de voiture de batterie au bout de 8 ans. Je dirais c'est plutôt les bonnes surprises. Et ce n'est pas qu'un hasard. Aujourd'hui, les batteries tiennent et bien au-delà, à la limite de ce qu'on avait prévu, parce que les sollicitations sont moins fortes que ce qu'on avait pris en dimensionnement, parce que le vieillissement est bon. Et donc, c'est pour ça qu'on est à même de pouvoir proposer des services de type V2G. Je veux juste expliquer qu'à l'origine, nos batteries, elles avaient une première vie automobile et une deuxième vie usage énergétique. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va faire les deux vies en même temps. On va simplement faire les deux vies en même temps. Vous aurez l'usage mobilité et comptez sur nous pour toujours mettre en priorité l'usage mobilité, et en même temps, on fera du service V2G. Et si vous êtes un gros utilisateur de votre voiture, on désactivera le service V2G. On vous dira, écoutez, désolé, pour préserver votre batterie et qu'elle fasse la durée de vie de la voiture, vous avez déjà, entre guillemets, utilisé votre quota V2G, et on vous désactive le service, mais vous pourrez continuer à utiliser votre batterie jusqu'à la fin de vie de la voiture. Merci beaucoup aux 3 intervenants, c'était extrêmement riche. On peut continuer les débats après cette table ronde. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.